Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Les Sentiers du Réel. Je me présente Alexis et aujourd'hui on va revenir sur la question ufologique dans cette rubrique paranormale que vous aimez d'ailleurs toutes et tous, avec quelqu'un que vous connaissez déjà puisque je l'ai déjà interviewé il y a plus de 2 ans de ça, au tout début de la chaîne, Claude Burkel, qui est pour l'instant présent à Bruxelles. Bonjour Claude, comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis venu faire un petit tour ici pour me renouveler dans l'élément important que vous présentez souvent. Et puis pour peut-être expliquer des choses que vous demandez. Il n'y a pas de problème parce qu'il y a tellement dans le problème ufologique des choses que beaucoup de gens se posent et qui n'ont pas de réponse. J'essaye d'apporter des éléments qui pourraient faire évoluer cette connaissance. Voilà. Alors Claude, toi ça fait très longtemps effectivement que tu t'intéresses à la question ufologique puisque tu les as rencontrés d'ailleurs très très jeunes, hein, on en parlait hors antenne, ça a commencé dans les années 50, tu es aussi un ami donc tu as connu quand même Jimmy Guilleux, quand même c'est pas rien, tu as travaillé avec lui aussi pour les recherches, etc. Tu as un passé d'astronomie, etc. Ça on en reviendra parce que c'est assez important hein, par rapport à l'ufologie, donc ça t'a beaucoup servi aussi. Et donc, alors, on va te présenter, disons, rapidement, puisque les gens peut-être te connaissent déjà, mais pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, raconte-moi un tout petit peu ton histoire, comment est-ce que ça t'est venu tout ça? Eh bien, c'est vraiment au début de mon âge, dans les années de la vague d'OVNI de 1954, que j'ai eu ce déclenchement où j'ai vu pour la première fois quelque chose qui m'a surpris, parce que je ne m'attendais pas à voir un atterrissage en plein jardin à quelques centaines de mètres de moi qui étais monté dans un cerisier pour voir autre chose, et j'ai vu ça qui m'a choqué. Et donc ça m'a déclenché le phénomène à un tel point que même à l'école on me prenait un peu pour un déraillé, quoi. Enfin ça c'est un peu logique parce qu'à ce moment-là on n'était pas préparé à avoir tous ces contacts. Et il faut dire que la vague de 54 a fait quand même beaucoup de choses, puisque on en parlait beaucoup dans les journaux, etc., et qui a été éliminé bien après, mais je veux dire que ça a été quand même un élément marquant. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai grandi, j'ai été à l'armée, où on n'en parlait pas évidemment, et puis après j'ai pris la connaissance de Jimmy Gueux, un élément dans ce genre de problème, où j'ai travaillé pour lui avec la revue Ouranos. Oui. Et Ouranos qui était important. Et alors, depuis ce temps-là, ça fait monter ma connaissance à un tel point que j'ai connu un être qui m'avait été confié par Jimmy Gueux, un être extraordinaire, que j'ai pris au départ pour un fou. Mais évidemment, quand vous débutez là-dedans, dans une chose aussi fantastique, vous vous demandez si c'est de la réalité ou si c'est de la fiction. Et en fait, quand je me suis rendu compte que c'était pas de la fiction, c'était une réalité. Et ce fameux amouré était un être venu d'ailleurs qui avait pris le corps d'un être humain. Et même si ça peut choquer ou ça peut être très bizarre d'entendre ce genre de choses, je peux l'avouer que c'était vrai. Et Jimmy Gueux m'a confirmé après des années de recherche, que j'avais eu raison. Or, Jimmy Gueux, c'était un gars qui n'était pas marrant tout le temps, on s'est engueulé bien 10 fois. Mais cette maladie de s'engueuler était quelque chose de constructif parce que on était là pour se compléter, mais malgré tout, à ce moment-là, j'étais très discret. Je n'ai jamais fait de bouquin, j'ai toujours été discret. Moi, j'ai fait des choses qui n'étaient pas du tout comme beaucoup, avec des articles, etc. J'ai gardé ça pour moi, et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de connaissances avec ce fameux amoureux que Jimmy Gueux m'avait conseillé de suivre en exemple, et surtout de connaître. Et puis, Jimmy Gueux m'a donné aussi des éléments concernant des bases, etc., parce que c'était un être quand même qui était particulier. Il a fait des bouquins, il a fait des mêmes choses, il a été honoré même après sa mort, et il continue à l'être. Oh oui. Mais je veux dire que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Et puis, il m'a fait connaître aussi d'autres personnes, comme Francis Fouret, comme aussi Pierre Delval, qui travaillait pour lui. Charroux, Maurice Chantelin qui était un élément très important parce qu'il a travaillé dans les télécommunications de la NASA. Et il a manqué d'être déjà, il faut le dire franchement, même assassiné à un moment donné. Il a survécu, il a vécu sa vie au Maroc. Et il a fait beaucoup de choses très très intéressantes.
Et il m'a appris, je ne l'ai jamais rencontré physiquement, mais par écrit, il m'a appris beaucoup de choses qui étaient intéressantes concernant les vols d'Apollo. Parce qu'il travaillait énormément dans les vols Apollo et c'était quelqu'un qui a dit des vérités, mais qu'il ne fallait pas dire. Malheureusement, il a manqué, comme j'ai dit tout à l'heure, il a manqué d'être éliminé d'une façon assez catégorique. Bon, et puis, il y a aussi l'île de Pâques qui m'a apporté dans l'édition Lafon. Francis, voilà, mais bon. Et lui aussi est parti. Et il m'a pris des contacts concernant les formations de l'île de Pâques avec les trous magnétiques, enfin, des choses très très importantes. Charroux, enfin il y a beaucoup. Schaffer qui était également travaillé pour la revue. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont disparu. J'ai encore un ami que j'ai peu de contact avec lui, mais ça fait rien. C'est que quand même notre ami de Nice, comment tu l'appelles Guittarade, c'est ça? Oui, absolument, Guittarade, parce qu'il y a tellement longtemps que je ne l'ai pas eu, mais c'était un ami à moi où il m'a donné beaucoup d'informations et beaucoup de dossiers qui étaient importants que j'ai suivis. Et ça a été fabuleux pour moi parce qu'il a déclenché des tas de connaissances indirectement. Et c'est vraiment un être extraordinaire et je le remercie beaucoup de tout ce qu'il m'a donné parce c'est vrai, il a été fantastique. Et Guy Tarade, il est encore de ce monde, j'espère qu'il va vivre encore très longtemps parce que c'est un être extraordinaire. Ouais, voilà donc tout ça c'est fait que j'ai continué et maintenant que j'ai 77 ans, j'ai commencé à 50 dans l'âge de 14 ans, dans les années 54, et j'ai continué tout mon chemin. Donc, ce que j'ai peut-être une différence avec beaucoup, c'est que j'étais sur le terrain. J'ai travaillé sur le terrain, dans les forêts, dans les abbayes, dans des lieux où on m'a tiré dessus par peur. On en a fait des choses avec des jeunes qui étaient fabuleusement intéressés. Et c'est vrai que ça m'a fait énormément plaisir de faire tous ces recherches et sur la demande de Jimmy Gu à ce moment-là. Hein. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de dire qu'il y avait beaucoup de jeunes qui s'intéressaient. Et c'est vrai, passer des nuits dans des forêts, avoir peur, mais c'est dire que quand on réfléchit au temps de ce qui s'est passé, j'ai quand même la certitude qu'on n'a pas perdu notre temps parce qu'on a apporté beaucoup de connaissances, on a apporté des éléments que j'ai pu acquérir au fur et à mesure du temps où maintenant évidemment je cours plus dans les champs ou dans les bois, mais ça fait rien, c'est quand même acquéri et je voudrais que tout ce qu'on apporte maintenant serve pour les autres pour qu'on continue et que ça se poursuit et que ce qu'on a fait ne serve pas à rien, mais continue est un élément constructif pour les générations futures. Oui, alors c'est vrai que on peut en reparler éventuellement à la fin de l'interview, mais c'est vrai que cette ufologie a énormément changé, tant au niveau contact, au niveau même observation, tout a changé. Les gens sont sur Internet et comme dirait Guy Tarade, justement, pour être un bon enquêteur, il faut être sur place. C'est ce il avait une fois dit dans une interview chez quelqu'un. Et voilà, je pense qu'effectivement, c'est bien de rester derrière l'écran, mais c'est beaucoup mieux d'aller sur place si possible, quoi. Mais quoi que ce n'est plus comme avant quand même. Hein, oui, mais c'est une erreur parce que j'ai l'impression que maintenant, quand j'écoute ce que disent les autres, on revient toujours à des choses très anciennes et on néglige complètement beaucoup d'éléments dans le sens où on pourrait rechercher la raison de leur intervention, la façon de se déplacer, la manière qu'il y a avec des contacts secrets qui existent là, et pas seulement de regarder dans le ciel s'ils sont bleus, rouges, verts, s'ils sont en triangle ou en rond, ça on s'en moque un peu. On s'en moque un peu parce que ça n'apporte rien de nouveau. Il faut absolument que les nouvelles générations cherchent à savoir la raison de leur intervention et depuis quand ils sont là, et surtout aussi pour essayer de comprendre, de faire des recherches en fonction d'un domaine astronomique, parce que moi j'ai travaillé dans la Société savante rue Serpente à Paris, où j'ai étudié l'astronomie et qui m'a passionné. Et on peut dire que d'un côté, les recherches astronomiques ont déclenché en moi certaines recherches que j'aurais pas eues si j'avais pas fait cette science-là. Parce que connaître l'univers, les grandeurs du temps,
la possibilité de pouvoir plus tard se déplacer de planète en planète veut faire comprendre que nous ne sommes pas seuls et qu'il y a dans ce monde, dans cet univers, un nombre incroyable de gens, d'êtres que l'on appelle n'importe comment, que ça n'a pas d'importance, mais qui ont certainement des éléments supérieurs au niveau connaissance à nous et qu'on faudrait respecter, et que la façon qu'ils vivent n'est pas du tout la même que la nôtre, donc il ne faut pas se comparer à eux, mais il faut essayer de comprendre comment ils fonctionnent et pourquoi ils viennent nous voir sans que nous, on essaye de les comprendre eux et comment ils font. Donc le problème, c'est ça. Je voudrais que ça soit ça, l'élément qui nous mobilise tous. Alors c'est vrai que tu parles d'astronomie, alors tu as fait aussi des constatations, apparemment, les ovnis, alors c'est ce que je disais justement hors antenne, il y a des personnes qui peuvent les observer, il y a d'autres personnes qui peuvent pas les observer, ça on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que visiblement, depuis l'histoire ufologique, en tout cas française, puisque bon, il y a aussi celle d'Amérique, en fait les ovnis sont partout, hein. On le sait très bien en Belgique, dans tous les coins de la Terre, mais apparemment, visiblement, toi tu as observé tu as fait des constatations par rapport aux ovnis, puisqu'ils ne se, on va dire qu'ils ne se montrent pas partout. Et visiblement, il y a des endroits où les ovnis, en tout cas, comme tu dis, les objets volants non identifiés, on va dire ça comme ça, apparaissent à certains endroits précis. Comme s'il y avait des couloirs, comme s'il y avait des autoroutes. Et voilà. Et ça, c'est vraiment, c'est presque inexpliqué, parce qu'on pourrait dire, dans le fond, pourquoi choisir un endroit, tel ou tel endroit est plus intéressant qu'un autre. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai fait un article concernant le couloir des ovnis. Oui. C'est le couloir des ovnis, il y a deux endroits qui sont particuliers, quand on retrace, quand on fait des analyses de recherche autres que de le regarder en l'air, c'est qu'ils passent par des couloirs entre l'Antarctique et l'Arctique. Et ils ont des endroits particuliers où ils ont des bases. Bon, ça c'est quelque chose, ils ont des bases. Là, les bases, on les voit pas comme on voit un terrain d'un aéroport, mais ils sont bien enterrés. Mais je veux dire qu'ils ont des endroits particuliers où on les voit, et les autres, on les voit pas. Alors, pour dire ce qui est étonnant, c'est que j'ai découvert quelque chose qui était particulier en fonction de l'être humain. L'être humain, il a la possibilité de voir des tas de choses, du cinéma, enfin tout ce qu'on veut. L'œil humain a une particularité aussi, c'est qu'il a des fréquences. Et lorsqu'un ovni veut se faire voir par la race humaine, je dis par la race humaine, ils peuvent se faire voir parce qu'ils se mettent à des fréquences visibles par rapport à l'œil humain, qui est de 40 fréquences secondes à 20 000. S'il est en dessous ou au-dessus, l'œil humain n'est pas perceptible à ça. J'ai fait l'expérience avec un stroboscope, c'est ce fameux appareil qui a été traduit surtout pour faire des éléments de fréquence sur les appareils en vol des avions ou des réacteurs pour voir la déformation du matériel à très grande vitesse. Et ça a été, moi j'en ai récupéré, enfin j'en ai acheté un qui vient de Hollande, et que j'ai fait des expériences devant le monde où on peut voir des choses que l'œil humain ne voit pas. Très intéressant. C'est très intéressant parce que ça prouve quelque chose devant le monde que c'est possible. Et il y a encore une petite particularité terrible, c'est que si on double la vitesse par rapport quand on voit la chose, on multiplie par 2, au lieu d'en voir 1, on en voit 2. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et on le prouve noir sur blanc, c'est pas grave, on peut le prouver. Voilà. Si je l'éteins, vous ne voyez plus rien. Bon, par contre, si je double cette fréquence, vous allez voir quelque chose de dit très différent. Alors on continue, je multiplie les fréquences, on le voit tourner, on le voit faire des étoiles, on fait ce qu'on veut. Alors vous envoyez ou vous continuez à le faire ce que vous voulez. Donc, ce qui fait, c'est que lorsque nos amis extraterrestres veulent se faire voir, ou ne veulent pas se faire voir, ils changent leur fréquence de visibilité. Ça veut dire que l'être humain ne voit rien. Et tout d'un coup, il les voit. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas de la magie, c'est quelque chose qui est techniquement réalisable. Et à un tel point que, comme j'ai dit, on peut le vérifier sur place et d'une façon facile. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est un point. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'il
ils ont des endroits où ils veulent aller, comme on parlait tout à l'heure, et ça on n'en parle souvent pas dans toutes les recherches qu'on fait sur nos amis venus d'ailleurs, c'est qu'ils ont des endroits particuliers où ils viennent le plus souvent, et tout d'un coup, ils viennent plus, ou des endroits où ils viennent pas, et pourquoi ils viennent pas là. Eh bien, avec des recherches particulières, on s'est aperçu que ils ont des minéraux à aller chercher. C'est-à-dire, on a des minéraux, on va dire oui, des minéraux, c'est-à-dire que on a dans certains endroits la gravité universelle, c'est-à-dire la densité des roches à une particulier, soit qu'il y a de la silice. Il y a des endroits où il y a du magnétisme, où ils surchargent. Il y a même des endroits du côté des centrales nucléaires où ils surchargent en électricité. Ça veut dire pour de l'électricité, pour les ovnis, c'est quand même assez marrant parce qu'ils ont d'autres énergies. Ça, c'est exact. Mais il y a encore bien des mystères qu'on ne peut pas expliquer. C'est pas parce que ils ont des technologies très avancées sur nous, et on peut dire certainement qui nous dépassent de loin et qu'on n'imagine même pas, même si on en parle, on ne veut pas trop s'y approcher parce que ça devient bizarre. Et je veux dire qu'on a notre connaissance qui est sur Terre, qui permet, ou notre gravité, qui permet à eux d'intervenir pour récupérer des éléments. Récupérer des éléments, ça ne veut pas dire spécialement de l'énergie, ça veut dire même des matériaux. J'ai eu par exemple un cas du côté de Meaux où en 20 ans de temps, une quarantaine d'ovnis ont été vus, aperçus par des gens tout à fait divers, hein, pas spécialement des spécialistes, mais de tout ordre, dans 1 km², qui ont été aperçus. On s'est demandé pourquoi. Et en fur et à mesure, en faisant des analyses donc très poussées, mais d'une façon un petit peu parallèle au problème OVNI, que c'était parce qu'ils avaient besoin d'une carrière de silice. La silice est très important pour eux pour former des lasers. Mais des lasers certainement très supérieurs à ce qu'on a nous. Mais enfin, au départ, c'est ce qu'on a pensé. Et puis ensuite, il y a eu des zones où il y avait des éléments où la préhistoire avait été retrouvée, c'est-à-dire des silex, etc. Donc ils sont très intéressés dans des endroits particuliers qui semblent avoir des éléments productifs qui les intéressent. Pourquoi? On va dire, mais quelle technologie ont-ils? Mais s'ils sont tellement avancés pour nous, s'intéresser à des choses aussi banales. Je sais que ça paraît idiot, par exemple, enlever des poules ou des lapins. On va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien oui, parce que moi je trouve que lorsqu'on veut faire des recherches sur le problème ufologique, il faut aller très loin dans la recherche. Et pas simplement stationner sur des visibilités, ça rime à rien. Okay. Mais je sais que ça demande du temps, ça demande de la patience. Il faut d'abord une connaissance un petit peu différente sur la chimie, sur l'histoire des endroits, sur des genres d'endroits qui ont du magnétisme et des courants telluriques. Tiens, j'ai oublié de parler des courants telluriques qui sont les courants telluriques sont des forces qui traversent certaines failles géologiques et qui remontent en surface, et qui sont très intéressantes pour des connaissances. L'armée française et américaine travaille là-dessus pour faire des communications par ondes telluriques à l'intérieur des terres au lieu que ça se passe en atmosphère. Ça, c'est des trucs qui sont qu'on parle pas, mais qui sont très très passionnantes parce que c'est cette découverte qu'il y a avec nos recherches sur les ovnis et qui ont fait des traces au sol, qui permet de dire ils nous laissent peut-être des informations qu'on néglige. Il faudrait peut-être repenser et puis essayer de comprendre leur fonctionnement. Et là, ça demande, c'est vraiment un temps. Ça demande un temps, mais ça demande aussi un développement d'idées très poussé. Oui, ça me rappelle un petit peu justement le fameux couloir. Enfin, on en a parlé pendant des années au mont Bugarache justement, où il y a eu beaucoup, paraît-il, d'apparitions donc ufologiques, ovnis, etc. Et comme tu le sais, l'armée, enfin aucun avion ne pouvait, en tout cas à l'époque, du moins des documentaires de Jimmy Guilleux dans les années 90. Maintenant, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais je sais qu'on ne pouvait pas, voler au-dessus de ce mont parce que le mont, apparemment, enfin l'endroit, faisait que les machines, les radars étaient complètement les fameuses boussoles, étaient complètement déboussolées. Oui, c'est ce qu'on appelle les trous magnétiques. Les trous magnétiques, c'est ces endroits où
où les boussoles, tout ce qui régit le nord et le sud était déboussolé, exactement comme ce que Francis Mazir m'avait appris concernant l'île de Pâques, où il y avait un trou magnétique important, où que les avions ne pouvaient pas... ils pouvaient survoler, mais ils étaient un petit peu complètement défavorisés au niveau des repérages. Et il y a un autre endroit qui est très intéressant aussi, concernant le même phénomène que Bugarra, c'est la forêt d'Orient. Oui. La forêt d'Orient, là, Jimmy Gueux il avait été là-bas, et il y avait un endroit qui s'appelle à côté de la forêt d'Orient, qui s'appelle l'Autre Monde. D'ailleurs, il est toujours l'Autre Monde. Il y avait l'endroit du purgatoire, le paradis, etc. Donc, c'est un tout petit lieu dit l'Autre Monde. Mais pour revenir à la forêt d'Orient, qui était à la fois, d'ailleurs, j'avais fait une émission d'1 heure concernant l'autre monde, hein, la forêt de l'éternité, c'est que dans ce coin-là, les Templiers connaissaient des endroits où il y avait des phénomènes inexpliqués, et on sait depuis qu'il y a là un passage dans une autre dimension. Donc là, il y avait, faut pas oublier qu'à côté de la forêt d'Orient, il y a un lac, et un lac très important d'ailleurs, et il y a au nord, il y a ce qu'on appelle Saint-Dizier, qui est une base militaire où il y a plein de rafales. Et les rafales, qui étaient au début des avions d'une puissance, et qui sont toujours d'ailleurs, mais enfin je veux dire, il y avait interdiction de survoler la forêt d'Orient à basse altitude pour pas modifier et pas vérifier des modifications de leur structure qui étaient très intensives parce qu'elles modifiaient les champs magnétiques. Et ça, on ne savait pas pourquoi, mais enfin, c'était un ordre. Maintenant, on sait que, par exemple, à la forêt d'Orient, il y a des champs magnétiques qui neutralisent les téléphones portables. Bon. Alors, Jimmy Gueux m'avait informé de ça, et en fait compte, on s'est aperçu une chose absolument formidable, et que j'ai jamais eu de nouvelle d'ailleurs. En hiver, à la forêt d'Orient, à côté, entre la forêt du Temple et la fameuse fontaine des oiseaux, 1 kilomètre de diamètre, où la température est supérieure à la normale. C'est-à-dire que si vous allez là-bas quand il y a de la neige, tout tient à l'extérieur de ce cercle qui fait à peu près 1 kilomètre, et tout fond à l'intérieur du cercle. J'avais dit, faites la preuve, prenez un avion, photographiez d'une façon aérienne cette fameuse zone où c'est un cercle vraiment formidable, où la température est de 5-6 degrés par rapport à l'extérieur de ce cercle. J'ai envoyé des informations, personne n'a voulu me croire. J'ai dit, mais allez-y. Si je dis des mensonges, vous me le dites. Si je dis la vérité, vous me le confirmez. Bon, c'est tout. Vous allez là-bas et vous le faites. Effectivement, personne n'y a été. Moi, j'ai été plusieurs fois là-haut, et c'est ce que mon fils m'avait appelé à ce moment-là. Ce sont les arbres chauds. Et les arbres chauds, ben oui. Évidemment, s'il fait moins 20 degrés, on voit pas la différence. Mais quand il neige à la façon de moins 5, moins 6 degrés, on voit que la neige, elle fond là, elle fond pas ailleurs. Donc on m'a dit, oh, c'est peut-être une source d'eau chaude. Je lui ai dit, une source d'eau chaude, c'est quand même pas un cercle d'1 kilomètre vraiment circulaire. Hein, non. Alors voilà, et j'attends toujours une réponse de ça. J'attends toujours que des professionnels aillent voir. C'est dire c'est quand même quelque chose qui est très important et qu'on n'a jamais parlé. Aucun auteur n'en a dit, je vais confirmer vos dires, ou je vais aller dire que vous dites des bêtises. Donc là, la forêt d'Orient, c'est quelque chose qui m'a passionné, que l'on a été avec mon ami Zamouret, qui était mon initiateur, et qu'on a passé des nuits là-bas, où on a vu des choses très, très particulières. Et la porte induite se trouve à la fontaine des oiseaux, qui se trouve maintenant détruite, mais on sait très bien le lieu. C'est très important, que c'est quelque chose vraiment à prospecter et à continuer à travailler dessus, parce que c'est formidable. Et cette forêt est une forêt très ancienne qui appartenait donc aux Templiers il y a 800 ans. Ouais. Et tous ces portails énergétiques comme ça, hein, comme tu le dis, à la forêt d'Orient, il y en a partout sur la planète. Et en fait, tu m'en parlais justement, apparemment, visiblement, les Templiers avaient cette connaissance par rapport à ces portails, et surtout, ils faisaient des calculs par rapport à l'astronomie, à une période de l'année. Enfin, il y avait il y avait un tas de critères
pour pouvoir en fait déceler ces fameux portails. Chose que finalement on ne sait plus tellement faire. Oui, parce qu'en fait, si on veut vraiment faire des recherches en profondeur sur le problème extraterrestre et ovni, il faut avoir des connaissances un petit peu sur l'histoire différente. Par exemple, pour en revenir à la forêt d'Orient, vite fait, on va passer aux choses après, sûr, mais je veux dire que les Templiers ont ramené du temple de Salomon des informations, aussi bien pour les cathédrales, les constructions, sur les zones telluriques, sur les apparitions mariales, qui s'appelaient autrement à cette époque-là, sur la connaissance des Templiers, sur la connaissance des Égyptiens et des grands prêtres égyptiens, etc. C'est-à-dire qu'il faut étendre sa connaissance sur des choses qui apparemment n'ont pas de lien avec les extraterrestres, et pourtant ils l'ont, puisque c'est une histoire qui ne date pas de maintenant, c'est une histoire de peut-être des millénaires. Bon, et sur la connaissance, donc c'est quelque chose qui est fabuleux, mais il faut un peu ouvrir son esprit à des choses qui sont pas habituellement qui ne sont pas pris habituellement. Oui. En plus, c'est vrai que maintenant, on a quand même une certaine technologie, des drones, etc. Donc, on pourrait quand même toujours, comme tu dis, aller faire, pourquoi pas, un vol de drone au-dessus de la forêt d'Orient. Oui. Ça coûte plus grand-chose maintenant. Non, parce que ça permettrait de confirmer des choses qui... Si c'est pas confirmé par d'autres, c'est pas parce que je raconte ça qu'on va me croire. C'est idiot. Voilà. Il faut que ça soit confirmé par des éléments extérieurs. Mais si personne ne bouge, et c'est ce qui me fait le plus mal au cœur, parce que je trouve que moi, quand j'étais jeune, on allait sur le terrain. Et là, je voudrais qu'il y ait beaucoup plus de jeunes qui s'investissent. Et qui cherchent. Enfin, il faut être passionné aussi. Hein. Qui laisse peut-être tomber un peu Internet. Mais oui, oui, Internet, on peut trouver des choses, mais on trouve tellement des choses idiotes aussi sur Internet. Beaucoup, bon, mais enfin, je voudrais pas. Mais je veux dire que lorsqu'on veut s'intéresser aux problèmes extraterrestres, il faut aller très loin dans la connaissance qui est parallèle. Aussi bien dans les recherches, je dis, construction, implantation, géographique, gravimétrique, densité aussi, et puis aussi des magnétiques. Moi, j'ai pu avoir accès à des cartes magnétiques de la Terre, de la France particulièrement, en faisant des superpositions de cartes magnétiques, géographiques, géologiques, en faisant des transparents et puis en faisant tout ça, on s'aperçoit, on a des découvertes extraordinaires. Et on pourrait presque prévoir, en faisant ça, à quel endroit les prochains ovnis vont venir atterrir. Parce que ça, c'est aussi, on va dire, il raconte un peu n'importe quoi, je sais, mais n'importe. Le problème, c'est de faire les travaux. Et je sais, bon, à mon âge, maintenant, j'en ai un peu, bon, on va dire. Mais je veux dire qu'il y a tellement de jeunesse qui pourrait s'y intéresser et on pourrait avancer d'une façon terrible. Alors je ne sais pas pourquoi on ne veut pas, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le domaine OVNI et recherche, il y a beaucoup de menteurs. Il y a beaucoup de gens qui essayent de démystifier et de mettre des bâtons dans les roues à ceux qui veulent le faire. Bien entendu. Et ça, c'est volontaire, c'est pour pas qu'on avance. Voilà. Et puis, il y a des choses aussi qu'on peut pas trop dire parce qu'on ferait des bouleversements dans les religions, dans les cultures, dans la science, etc. Parce qu'il y a tout ça aussi qui dérange bien des scientifiques. Hein. Je peux pas le dire non plus, parce que on peut modifier certaines connaissances qui pourraient faire avancer, comme par exemple certaines énergies qui pourraient détrôner le pétrole. C'est certain que si on prend l'antigravitation, par exemple, les recherches sur le pétrole pourraient s'écrouler. Enfin, ça, c'est autre chose. Mais je veux dire qu'il faut aussi en prendre compte. Et c'est pas toujours évident de faire des recherches où on a devant nous des obstacles qui nous empêchent d'avancer. Et je trouve que les nouvelles générations, on leur a mis des obstacles devant eux pour pas qu'ils avancent de trop. Voilà, c'est important, c'est-à-dire. Alors Claude, j'ai une question qui me taraude depuis assez longtemps. Je constate que quand j'observe le ciel, il y a de temps à autre des nuages qui paraissent un peu bizarres. Alors tu as des nuages, on les connaît tous, hein, gris, blanc, de toutes les formes, mais il y en a certains, j'ai l'impression, qui se déplacent d'une drôle de manière, qui sont parfois même anormalement gros. On dirait qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Alors, je veux vous dire quand même, il y a un truc très particulier. Il y a des éléments naturels et que les nuages se déforment
ou se forment en fonction des températures, des pressions atmosphériques et surtout certains champs magnétiques. Donc, je connais beaucoup de personnes qui vont me dire attention, il ne faut pas raconter de bêtises. On sait bien que les nuages peuvent se former, qui sont lenticunaires, etc. Il y en a qui sont de forme extraordinaire. Il y en a qui pourraient attirer l'attention sur des phénomènes non expliqués. Mais il y a ce phénomène naturel et il y a des phénomènes qui sont parallèles à ça, mais qui ne sont pas naturels. Donc, il faut faire une distinction. On pourrait parler au départ, les commencements qui m'ont décidé à m'occuper de ce problème des nuages qui pourraient être intelligents, comme dirait des nuages intelligents, tiens c'est nouveau, mais c'est comme ça. Ce sont les ouvertures de vortex. C'est-à-dire que lorsque certains objets non identifiés veulent intervenir sur notre univers, ils peuvent utiliser des vortex, c'est-à-dire un peu comme des portes sur l'espace-temps, où c'est des ouvertures de l'univers, qu'on pourrait considérer comme des éléments qui dépassent la vitesse de la lumière et qui sont dans l'antigravitation, etc. Donc on ne va pas trop s'étaler là-dessus, mais on va revenir aux vortex qui descendent ça. Et les vortex, moi j'ai eu l'occasion, près de la base 113 de Saint-Dizier, où il y a les rafales, où il y a de quoi défendre la France parce que tout est préparé, une porte, ce qu'on appelle un vortex très intéressant. Si vous avez déjà regardé des éléments que j'ai mis sur Internet, j'ai fait la photographie d'un vortex qui s'ouvre pendant environ un quart d'heure entre l'ouverture. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait exprès, hein, franchement, mais enfin, le résultat est quand même surprenant. Donc, on a l'ouverture, on a la forme du vortex qui s'ouvre, on a le vortex quand il est ouvert. Je n'ai rien vu à l'intérieur, moi, par contre, mais j'ai vu cette forme. Et ensuite, on a la fin du vortex où il se referme et en tout d'un coup, plus rien. Et on a, à partir de cette fermeture, on a des nuages qui se forment parce que la gravitation, la forme, la température a été modifiée et les nuages de vapeur, puisque c'est de la vapeur, se transforment en éléments qui sont tout à fait uniformes ou qui sont désorientés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un vortex. Il y a des vortex qui se forment partout dans le monde. L'armée les connaît bien, même s'ils neutralisent l'effet que ce soit des éléments extérieurs. Ils disent que ce sont des éléments naturels qui se forment à cause des pressions atmosphériques différentes, mais le vortex existe. Bon, là, cette série de 6 photos que j'ai faites est absolument fabuleuse. On le retrouve aussi sur Facebook, où je l'ai mis, enfin qu'importe. Et donc, à la suite de ça, lorsque les engins qui sont invisibles, comme j'ai expliqué tout à l'heure pour nos yeux, traversent cet élément, ce couloir entre l'espace-temps et la réalisation sur notre planète, se forment et peuvent déclencher des phénomènes où, pour ne pas être vus, ils déclenchent ce qu'on appelle des nuages lenticunaires, ce qu'on appelle des nuages intelligents. Moi, j'avais préparé le terme, enfin, des nuages intelligents, ça veut dire des nuages qui ont des formes qui sont particulièrement qui attirent l'attention. Et tout d'un coup, pour ne pas se faire voir comme si un objet se matérialise subitement, se transforme en un nuage. Donc, il passe inaperçu pour la population qui est là et qui regarde le ciel. C'est un peu... on est encore comme nous, comme les Noirs en Afrique à la préhistoire qui regardaient un avion passer. C'est-à-dire, on est complètement à côté de nos pompes, je pourrais dire, parce qu'on ne fait pas la relation entre ça. Et je n'en veux pas à personne, parce que c'est un peu logique. J'aurais été moi aussi comme tout le monde. Mais je veux dire qu'il y a de quoi, des fois, à se poser des questions concernant ces fameuses... D'ailleurs, j'ai fait un article concernant le mystère des nuages intelligents. Ça paraît un peu... bizarre, mais c'est à lire aussi parce que ça vous donne des idées de ce que peut représenter les éléments extraterrestres quand ils ne veulent pas se faire voir et quand ils veulent devenir invisibles à nous, dans notre monde, quoi. Et donc, lorsqu'ils veulent se faire voir,
pour eux, c'est peut-être un amusement, parce que de toute façon, on est des niards par rapport à ça. On est bête, on suppose des tas de choses qui n'existent pas ou qui existent, etc. Ça dépend de la connaissance, ça dépend si on est des scientifiques complètement bornés dans la tête, ou si on est des scientifiques très ouverts à la connaissance supérieure. Et là, c'est vrai que c'est pas toujours évident de comprendre tout ça. Mais c'est vraiment exact. Hein. Mais comme tu dis, c'est ce qui est très important en ufologie, c'est de voir tous les éléments de manière, encore une fois, comme je le dis à chaque fois, de manière holistique, dans le sens que tu ne dois pas voir qu'un pan de l'ufologie, tu dois effectivement ouvrir cette connaissance, ouvrir cette ouverture d'esprit, afin de comprendre et peut-être de réunir justement, encore une fois, des pièces d'un grand puzzle. Oui. On a le capitaine Greyley là, qui a fait beaucoup de livres, oui. Et puis qui a été quand même un élément important, puisqu'il s'est entraîné comme pilote d'aviation militaire aux États-Unis, et qui a subi ce qui s'est passé au Pentagone. Et puis ensuite, il était pilote de ligne, et il a été, disons, en Amérique du Sud, et pendant à peu près une vingtaine de minutes, il y a un ovni qui l'a suivi le long de lui. Bon, ça il l'a répété, mais je veux dire que il a pu raconter tout ça une fois que sa carrière professionnelle était terminée. Mais il est évident qu'il aurait raconté ça pendant sa période, il aurait été certainement mis en bas pour balayer le hangar. Hein. Bon, ça veut dire qu'on ne peut pas dire au niveau scientifique tout ce qui se passe pendant sa carrière professionnelle. Aussi bien un militaire, aussi bien un agent civil qui travaille dans les airs, ou que ça soit un scientifique de haut niveau. Donc il faut faire très attention que certains scientifiques ne peuvent pas parler pendant leur vie professionnelle. Et même après en général. Oui, parce que même après, certaines connaissances, et ça j'ose le dire, ils mettent leur vie en danger. Et non seulement ils mettent leur vie en danger, mais on peut dire aussi qu'ils peuvent mettre leur vie de leur famille ou certains membres de leur famille dans des situations critiques. Et ça, j'ose le dire parce que c'est vrai. C'est absolument indéniable, ça. C'est vrai. C'est quand même. Alors les ovnis, effectivement, comme tu disais là tout à l'heure, donc peuvent apparaître à certains endroits. Est-ce que les vortex auraient une liaison avec les ovnis? Est-ce que ce serait une porte pour eux apparaître? Ou est-ce qu'ils s'en servent justement de ces portails? Ou est-ce que ça n'a strictement rien à voir? Alors, d'après les connaissances scientifiques qui ont été rapportées par des ouvertures d'esprit assez grandes, les vortex, par rapport aux astronomes, ce sont des éléments qui existent dans l'univers. Donc, il y en a un peu des contacts par toutes les planètes. Mais on ne peut pas savoir si c'est un élément naturel créé par des êtres, ou si c'est un élément naturel créé par l'univers lui-même. Mais ça existe, c'est certain. Et donc, le mystère reste et on ne peut pas affirmer. Là, est-ce que c'est réalisé d'une façon artificielle ou si c'est naturel? Parce que c'est un mouvement sur des... peut-être Tesla aurait pu l'affirmer, ou Einstein, mais le problème, c'est que cette gravitation modifie beaucoup de choses. On modifie le temps, on modifie les périodes de vitesse de la gravitation universelle qui est supérieure à la vitesse de la lumière, même si beaucoup on le conteste, et on peut dire que ça modifie également la vitesse de la lumière sur le temps dans l'espace de gravitation universelle. Donc il y a plusieurs, le temps, le passé, l'avenir, etc. Mais là, on arrive dans un autre domaine qui est beaucoup plus complexe et on ne peut pas parler de ça en quelque temps. Il faut vraiment avoir non seulement des certitudes, et puis avoir un esprit assez large pour pouvoir le comprendre. Je ne dis pas que c'est parce que c'est pas que les gens s'en ignorent, c'est pas ça. Mais je veux dire, c'est tellement complexe que même celui qui l'explique a du mal à s'exprimer avec des termes classiques. C'est sûr. Hein. C'est un sujet qu'on a déjà parlé sur Les Sentiers du Réel, le fameux plateau d'Albion. On en avait parlé avec justement Marc Gray et Michel Rousseau, qui avaient fait un super documentaire avec beaucoup de témoignages par rapport à ça. Je mettrai le lien aussi dans la description si les gens veulent voir. Et toi, le plateau d'Albion, comme Jimmy Guilleux, puisque lui aussi avait travaillé sur cette fameuse question,
il y a un souci en France, il y a un souci dans tous les pays militarisés, c'est le fameux secret justement ufologique, Oui. Comme tu le sais. Il y a beaucoup de polémiques concernant les secrets du plateau d'Albion. Oui. Alors, ce qui est vrai, c'est que il y a des vérités, il y a aussi des idioties. Bon, moi je sais que d'après les relations, parce que j'ai eu des emmerdements, il faut dire le mot, avec les secrets militaires, et puis un service en disant si tu continues comme ça, il va t'arriver des petits problèmes. Bon. Jusqu'à présent, il m'arrive que des petits problèmes, mais bon, on verra bien si ma fin de ma vie se termine d'une façon différente que prévu. Alors, donc le terrain d'Albion, c'était un terrain militaire où étaient positionnés certains missiles nucléaires français. Au départ, tout cela a été envoyé maintenant sur des sous-marins français et actuellement, il y a des missions militaires où notre Charles de Gaulle, porte-avions, a été armé il y a quelques semaines de bombes thermonucléaires pour une livraison en mer pour son prochain départ qui aura lieu au moins de pas avant 1 an. Ce qui est étonnant pour charger dès maintenant. Mais c'est comme ça. Il y a un OVNI qui a été survolé Toulon. Il y a des hélicoptères qui ont été promenés là-bas. Bon, ça veut dire simplement que, pour revenir, Albion est désormais n'est plus nucléaire tel que l'on l'imagine. Avant, c'était Taverny qui commandait le terrain d'Albion. Depuis plusieurs années, il y a eu un endroit qui a été préparé bien avant. Je ne sais pas si les gens le savent, mais moi je le sais. À côté de Murat, dans le massif central, il y a une montagne qui a été ouverte où a été fabriquée une centrale importante qui a été refermée. Maintenant, il y a des herbes dedans, on croirait que ça n'existe plus. Je sais que quelqu'un de ma famille, qui sont disparus là, qui ont vu les travaux à un tel point qu'il y avait même du goudron liquide au sol qu'on ne pouvait pas approcher, qu'ils ont voulu aller voir. Et l'année d'après, tout était bouclé, étaient revenus comme une montagne tout à fait normale. À côté de Murat, je ne dis pas l'endroit exact, mais c'est pas loin. Ensuite, à côté de Lyon, au nord, il y a des souterrains qui ont été creusés pour une base militaire antinucléaire qui se trouve très profondément. Et le terrain d'Albion est en relation, mais plus comme on le prévoit. Donc Taverny, c'est fini. Maintenant, au nord de Lyon, il y a cette fameuse base où il peut tenir au moins 1000 hommes très profondément, sans problème. Donc ça, c'est quelque chose ultra secret. Je ne sais pas si les autres vont être contents d'en le dire, mais c'est pas du cinéma. On le sait ou on ne sait pas. Mais je veux dire que ces endroits-là existent et sont en pleine expansion et sont formellement reconnus par l'armée française, étant des éléments importants qui décrètent quelque chose d'une force fantastique. Le terrain d'Albion à côté est devenu une zone complètement différente, car il y a à l'intérieur des êtres qui ne sont pas d'ici. C'est un peu la zone 51 d'américaine, voilà, gentiment, mais qui est rudimentaire, c'est-à-dire qui n'a pas l'action de la base 51, mais qui a des révélations à se faire, où il y a des êtres qui vivent là, et qui travaillent pour des trucs que je ne peux pas dire plus, parce que je ne sais pas. Je dis simplement qu'il existe, et que Albion est devenu... alors c'est pareil, on ne peut pas s'y approcher, il y a même des chiens qui se promènent là autour. C'est vraiment quelque chose de pas... apparemment pas extraordinaire, mais qui a une importance capitale par rapport à les connaissances et à des opérations de connaissances entre l'apport d'une protection et on vous donne des connaissances supérieures et on vous protège en cas que. Quoi? Qui? Qu'est-ce? Bon, ça c'est quelque chose. Mais il est vrai que le terrain d'Albion est devenu quelque chose de très différent. Il n'y a plus du tout là-bas d'éléments nucléaires. Mais parce que d'abord, le nucléaire, c'est quelque chose que nos amis de là-haut ne peuvent pas supporter.
le nucléaire est quelque chose de très néfaste, et c'est ce que toujours ils ont dit, on vous empêchera de faire une guerre nucléaire, qui que ce soit. Battez-vous, tuez-vous, faites ce que vous voulez, c'est pas grave. Mais le nucléaire, non. Et ça, c'est même pas une supposition, c'est une certitude. Alors, celui qui va me dire le contraire, là, je l'attends. Et ça, c'est certain. Donc, le terrain d'Albion n'est plus ce qu'on posait, mais un genre d'endroit protégé discrètement, de façon qu'ils puissent faire leur entraînement, leur visite, etc. Et souvent dans l'invisibilité totale, parce qu'il n'y a plus de... Bon. Par contre, ils ont aussi une relation avec Bugara, qui paraît ridicule à côté. Bon, Bugara, c'est à côté, c'est vrai que c'est... Et aussi le pic Gambellon, qui se trouve à côté d'Oloron-Sainte-Marie, qui se travaille également dans ce même domaine, mais qui date de beaucoup plus vieux. C'est pas quelque chose de récent. C'est quelque chose qui redate de quelques siècles. Mais enfin, comme il faut dire que nos amis extraterrestres, quels qu'ils soient, ne datent pas de maintenant, cela ne nous étonne pas. C'est quelque chose qui est connu par certains, qui est peut-être ignoré par d'autres, mais c'est la réalité. Voilà ce que je peux dire sur... Alors, ce petit détail sur le Charles de Gaulle, c'est que il va préparer son départ, parce qu'il avait des remises à jour à faire, mais je ne sais pas où ils vont. On a la base sous-marine, c'est l'île Longue à Brest, qui travaille sur les sous-marins nucléaires. Et on a beaucoup de choses à voir, parce que l'élément sous-marin est très important, parce qu'il y a dans la mer des éléments graves qui se passent. Je ne parle pas ça des intraterrestres, mais c'est des choses de ce genre-là. Alors il y a des conflits où il y a des mutations qui se font entre la partie extraterrestre et la partie intraterrestre, pour en revenir discrètement au terrain d'Albion. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire d'autre. Merci Claude, merci beaucoup. Alors c'est vrai que c'est un sujet très sensible, hein, le plateau d'Albion. D'ailleurs Jimmy Gueux avait eu des remontrances aussi à l'époque. On lui a quand même mis pas mal de bâtons dans les roues, il avait quand même annoncé certaines choses, et voilà, enfin bon, si les auditeurs veulent éventuellement une fois un petit peu aller relire tout ça, et c'est très important. Ouais, c'est très important, et puis en plus, c'est vrai que c'est dangereux, parce que moi je voudrais pas faire peur au monde, mais si vous saviez tous les mensonges qu'on nous dit, ou tous les mensonges qu'on nous dit pas, mais qu'on enterre pour pas qu'on les sache, vous auriez peur pour le lendemain. Mais enfin, on est là quand même pour se décontracter, donc il ne faut pas non plus faire peur à tout le monde, parce que ça ne servira à rien. Alors plus on est à l'aise, mieux on se porte. Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça qui est important aussi sur cette chaîne, Les Sentiers du Réel. Je pense que c'est le but de tous les sujets qu'on présente en général. C'est pas pour déprimer les gens, c'est pour simplement s'informer, mourir moins bête, comme on dit souvent, et puis surtout, bien, pourquoi pas, faire évoluer d'un cran, en tout cas, l'humanité, hein, si on peut divulguer tous ces sujets. Je crois que c'est très important. Cet esclavage moderne dans lequel on est, il est temps qu'on en sorte, et il est temps qu'on sorte de tout ça. Mais en fait, compte, il y a peut-être des êtres, c'est sûr qu'il y a des êtres qui sont là aussi pour modérer cette destruction, et qu'on ne veut pas qu'elle arrive. Donc, il y a un conflit entre eux et eux, ou une certaine protection qu'il y a, même avec l'idiotie humaine, mais c'est parce qu'on ne peut pas dire le contraire. Mais il y a l'idiotie humaine, mais je veux dire que on est quand même des êtres qui ont besoin et qui doivent être protégés d'une certaine manière. Et ça existe aussi. Donc il ne faut pas être toujours négatif, il ne faut pas avoir peur de tout, mais il faut prendre les réalités telles qu'elles sont, et pas avoir peur de dire et d'en parler. Enfin, de là, il faut quand même essayer d'être optimiste, même si des fois, surtout, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, Claude. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cette intervention. Alors, parce qu'en plus, demain, tu as une conférence, donc tu dois quand même encore te reposer. Et c'était vraiment, vraiment intéressant. S'il y a des gens qui veulent éventuellement te contacter, ils peuvent le faire comment ? Par Facebook, s'ils veulent te parler ou Non, il faut qu'ils le fassent vraiment par Internet. Par Internet. Oui, parce que par Facebook. Par email éventuellement. Oui, par email, voilà. Alors c'est quoi ton adresse, ou alors je la mettrai en dessous, hein. Alors c'est Zamouret. Ouais.
Ben, comme nom. Ouais. Donc ZAMOURET @orange.fr. FR. Ben, merci beaucoup. Alors, de toute façon, j'invite les auditeurs à aller revoir les 2 interviews qu'on avait fait sur la fameuse vague d'OVNI dans le Jura. Hein. C'était très important, c'était vraiment très chouette. Et puis, cette interview qu'on avait fait sur la forêt d'Orient aussi. Ah, la forêt d'Orient, c'est quelque chose qui n'est pas fini. Hein. Ah non. Et, et là, je crois que... J'espère un jour pouvoir aller d'ailleurs filmer et faire un reportage, pourquoi pas. Oui. Vraiment, je serais vraiment motivé. Ben, il y a une équipe de télévision qui est venue et qui doit finir un reportage Ah oui qu'on a été faire là-bas. D'accord. Oui, ça a duré plusieurs jours d'ailleurs, mais ça n'a pas été terminé parce qu'il voudrait que je lui montre un peu des éléments astronomiques tout à fait classiques, mais qui fait partie, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, d'une connaissance sur l'espace et l'univers qui est tellement passionnant. Ah oui, parce que lorsqu'on a mis l'œil dans cet univers, la tête dans les étoiles, comme on dit. Eh bien, on n'a plus du tout la même vision. Non. Non, parce qu'on se trouve tellement petit. Ben oui, et puis on élargit aussi son champ de vision. Hein. Bon, enfin, moi, je voudrais plutôt que les générations se préoccupent beaucoup plus, d'une façon plus importante, et puis qui se mettent dans l'élément de faire des recherches. C'est vraiment... Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est évident que s'il y a des manques de connaissances, parce que ça existe, hein, les manques de connaissances, ça s'apprend au cours du temps. Bon, alors, c'est pas parce qu'on ne connaît pas qu'on peut rien faire, c'est pas vrai. On peut toujours faire, même avec très peu de choses. Ben, merci beaucoup, Claude. Alors, je dis à tout bientôt aux éditeurs, et n'oubliez pas de vous abonner et de commenter cette vidéo. À tout bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.